pendant 10 mois, j'ai planifié le mariage de mes rêves, mais mes parents l'ont annulé à la dernière minute. Ta sœur a réservé le sien pour le même jour, ont-ils dit. Toute la famille a choisi d'assister à son mariage à la place. Dans la discussion de groupe familial, ils ont dit que mon mariage serait embarrassant comparé au sien. Pour m'éviter de me retrouver seul devant l'autel, mon fiancé a suggéré que nous en fassions quelque chose de plus intime, alors je me suis marié. Dans une villa de 35 millions de réals en Toscane. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, et je suis assise dans ce qui aurait dû être ma suite nuptiale, fixant mon téléphone tandis que ma mère m'annonce la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Chérie, nous devons parler de demain. Demain, c'est le jour de mon mariage. 10 mois de planification, chaque détail parfait. 150 invités confirmés. Chérie, ta sœur Cassie a annoncé ses fiançailles hier et a fixé son mariage à la même date. Les mots me frappent comme de l'eau glacée. Elle ne savait pas, continue faiblement ma mère. Mais c'est un mensonge. Cassie savait. Elle a toujours connu chaque détail de ma vie, chaque projet, chaque rêve. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement trahi par votre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. La discussion de groupe familial s'illumine comme un sapin de Noël. Un par un, tous ceux qui avaient promis d'être à mon mariage demain commencent à publier des messages sur l'annonce surprise de Cassie. Ma tante Sarah tape, tellement excitée que la famille se réunisse pour cette belle célébration. Oncle Mike ajoute, j'ai hâte de voir tout le monde à l'église. Ils vont tous au mariage de Cassie. Tous. Pas au mien. Je fais une capture d'écran de chaque message avant que quiconque puisse les supprimer. C'est une preuve. La preuve de la trahison la plus calculée que j'ai jamais vécue. La voix de ma mère se fait plus petite au téléphone. Chérie, nous pensons simplement que ce serait moins déroutant pour tout le monde si tu reportais peut-être au mois prochain. Moins déroutant. Comme si mon mariage était un inconvénient plutôt qu'un engagement sacré que je planifie depuis que Thomas m'a demandé en mariage la veille de Noël, il y a 11 mois. Qu'en pense Cassie? Je demande, même si je connais déjà la réponse. Elle se sent très mal. Mais tu sais à quel point elle est impulsive avec les gestes romantiques. Impulsive, bien sûr. Thomas me trouve 20 minutes plus tard, toujours en train de fixer mon téléphone. Ma robe est suspendue derrière moi, une vision de soie ivoire qui a mis 6 mois à être commandée et a nécessité 3 essayages pour être parfaite. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix porte cette douce inquiétude qui m'a fait tomber amoureuse de lui. Quand j'explique, sa mâchoire se crispe d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ils ne peuvent pas te faire ça. Mais ils le peuvent. Et ils l'ont fait. Thomas, et si on annulait tout? On assume les pertes et on fait une petite cérémonie ailleurs. Ses yeux s'illuminent de quelque chose que je n'attendais pas. En fait, j'ai une idée. Et si nous n'annulions pas? Et si nous rendions cela encore plus spécial? Je le regarde comme s'il avait perdu la tête. Comment cela pourrait-il être plus spécial? Fais-moi confiance, dit-il en m'embrassant le front. Je vais passer quelques appels. Ce soir-là, Thomas disparaît pendant 3 heures. Il revient avec son ordinateur portable et un sourire qui fait battre mon cœur d'un espoir dangereux. Léa, que dirais-tu de nous marier dans une villa en Toscane à la place? Je m'étouffe presque avec mon vin. Thomas, c'est insensé. On ne peut pas simplement s'envoler pour l'Italie demain. Il ouvre son ordinateur portable et me montre des photos qui me coupent littéralement le souffle. Des collines ondoyantes couvertes de vignobles, une villa en pierre qui semble sortie d'un conte de fées, et un jardin qui pourrait faire pleurer les anges. Elle est disponible demain. Le propriétaire est un ami de ma famille. Un ami de sa famille. Thomas travaille dans la technologie, conduit une Honda raisonnable et partage les frais d'épicerie avec moi au centime près. Comment connaît-il quelqu'un qui possède des villas italiennes? Chérie, ça doit coûter une fortune. Il prend mes mains, et pour la première fois depuis que nous sommes ensemble, je vois quelque chose de mystérieux dans ses yeux. Léa, il y a certaines choses sur mon passé que je n'ai pas mentionnées. Pas parce que je voulais mentir, mais parce que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Mon cœur commence à battre la chamade. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma famille a de l'argent.
pas mal d'argent. Et demain, si tu es d'accord, je veux t'offrir le mariage de tes rêves. Pas pour me vanter, mais parce que tu mérites de la magie après ce qu'ils t'ont fait. Je fixe les photos de la villa, essayant de digérer cette révélation. Thomas Reed, mon petit ami, qui découpe des bons de réduction et conduit une voiture avec 200 000 km au compteur, a apparemment accès à des villas italiennes. De combien d'argent parlons-nous? Il me montre son téléphone, une application bancaire avec des chiffres qui me brouillent la vue. Thomas, c'est insensé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'ai vu ce que l'argent fait aux relations. Je voulais être sûr que tu m'aimais, moi, et non mon fonds en fiducie. Fonds en fiducie. Mon fiancé pratique et soucieux de son budget a un fonds en fiducie. Les 12 heures suivantes deviennent un tourbillon de logistique impossible qui se met en place avec une efficacité effrayante. Un jet privé apparaît à O'Hare. Les fonctionnaires italiens accélèrent notre licence de mariage. Le personnel de la villa transforme les terrasses en un espace de cérémonie digne des rêves de Pinterest. Alors que nous montons à bord de l'avion à minuit, je porte un jean et des baskets, ma robe de mariée dans une housse à vêtements, volant vers ce qui ressemble à une réalité alternative. Qui es-tu? Je murmure à Thomas alors que les lumières de Chicago disparaissent sous nous. Je suis l'homme qui t'aime depuis 2 ans et qui ferait n'importe quoi pour te rendre heureuse, dit-il. Tout le reste n'est que détail. La villa est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, perchée sur une colline surplombant la campagne toscane. C'est comme entrer dans un tableau de la Renaissance. Il s'avère que Thomas n'exagérait pas sur les ressources de sa famille. Alors que notre voiture serpente le long de l'allée bordée de cyprès, je vois le personnel disposer des fleurs qui coûtent plus cher que mon loyer mensuel. C'est la propriété de ta famille. Je demande, ayant encore du mal à concilier cette opulence avec l'homme qui insistait pour que nous fassions nos courses chez Costco pour du papier toilette en vrac. Une d'entre elles, dit-il simplement, comme si posséder plusieurs domaines italiens était parfaitement normal. Maria, la coordinatrice de la villa, nous accueille comme des membres de la famille perdus de vue depuis longtemps. Signor Thomas, tout est préparé exactement comme vous l'avez demandé. Elle nous guide à travers des pièces au plafond ornées de fresques et des meubles dignes d'un musée. Ma suite nuptiale temporaire donne sur des jardins où de vrais pans se promènent librement. Ce matin, je prévoyais de me marier dans une église de Chicago avec des chaises pliantes et des fleurs de supermarché. Maintenant, je suis en Italie, servi par un personnel qui me traite comme une reine. L'espace de la cérémonie me coupe le souffle. Ils ont créé un hôtel sur la terrasse principale de la villa, encadré par des oliviers et surplombant des vallées qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Des roses blanches et des pivoines cascadent de chaque surface. Des guirlandes lumineuses créeront une ambiance magique au coucher du soleil. Tout ce dont je rêvais pour mon mariage original, mais multiplié par une pure romance italienne. Comment est-ce possible? Je ne cesse de demander à Thomas. Parce que tu le mérites, continue-t-il de répondre, comme si les mariages somptueux à l'étranger étaient des réponses tout à fait raisonnables à des drames familiaux. Avez-vous déjà vécu un moment où votre vie entière a basculé d'une manière que vous n'aviez jamais vu venir? Car en me tenant sur cette terrasse, je réalise qu'il ne s'agit pas seulement d'échapper à la trahison de ma famille. Il s'agit de découvrir que l'homme que je pensais connaître parfaitement a des profondeurs que je n'avais jamais imaginées. Et peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Le photographe que Thomas a engagé capture tout, chaque détail, chaque émotion, chaque moment que ma famille a choisi de manquer. Alors que je me prépare dans une suite qui surplombe la Toscane au lieu du sous-sol d'une église, je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'ils vivent en ce moment. Le mariage impulsif de Cassie au centre communautaire local avec un gâteau de supermarché et une playlist de l'iPhone de quelqu'un, pendant que je suis sur le point d'épouser mon meilleur ami dans l'un des plus beaux endroits du monde. Notre cérémonie de mariage a lieu au coucher du soleil, avec juste nous deux, un officiant anglophone et un photographe qui traite chaque instant comme une œuvre d'art. Je porte ma robe, celle que j'avais choisie si soigneusement, mais maintenant elle semble parfaitement conçue pour ce décor italien. Thomas porte un costume que je n'ai jamais vu auparavant, clairement taillé sur mesure et manifestement cher. Alors que nous échangeons nos vœux avec vue sur les collines toscanes, je comprends enfin ce que les gens veulent dire quand ils parlent de moments parfaits. Le stress, la trahison, le chaos des dernières 24 heures s'évanouissent, ne laissant que nous et des promesses qui comptent plus que n'importe quelle liste d'invités. Le photographe capture tout. Notre première danse sur la terrasse alors que le soleil se couche derrière nous.
Les toasts avec du champagne qui coûtent probablement plus cher que le paiement mensuel de la voiture de la plupart des gens. Le dîner aux chandelles avec des plats préparés par un chef qui cuisine habituellement pour la vraie noblesse. Chaque photo est parfaite, magique, impossible à reproduire. Alors que nous mangeons notre dessert, Thomas sort son téléphone. On devrait poster quelque chose ? Demande-t-il avec un sourire qui me dit qu'il sait exactement quel genre de chaos nous sommes sur le point de déchaîner. Je pense à ma famille, probablement en train de terminer la réception de Cassie au centre communautaire. Se sentant probablement très satisfaits d'eux-mêmes pour avoir mené leur manipulation si habilement. Faisons-le, je dis. Et nous choisissons la photo la plus époustouflante. Moi dans ma robe, Thomas dans son costume parfait, la campagne italienne s'étendant à l'infini derrière nous. La légende dit simplement, juste marié à notre destination de rêve. Parfois, les meilleurs changements sont les plus inattendus. Puis nous identifions l'emplacement de la villa et nous attendons. La réaction est immédiate et explosive. Les commentaires commencent à affluer en quelques minutes. Quoi ? Où êtes-vous ? Est-ce réel ? Comment avez-vous pu vous payer ça ? Cette dernière question apparaît à plusieurs reprises de la part de différents membres de la famille qui ne peuvent manifestement pas comprendre comment leur parent en difficulté a réussi à organiser quelque chose qui semble tout droit sorti d'un magazine. Je ne réponds à aucun d'eux. À la place, je poste plus de photos. La villa, les jardins, le champagne, le coucher de soleil. Chacune plus incroyable que la précédente. Mon téléphone se met à sonner. D'abord maman, puis Cassie, puis pratiquement tous les parents qui ont mon numéro. Je les laisse tous tomber sur la messagerie vocale. C'est ma nuit de noces, et je ne vais pas la passer à me justifier auprès de personnes qui ont préféré la manipulation de ma sœur à mon bonheur. Thomas et moi dansons sur la terrasse sous les étoiles italiennes. Et pour la première fois depuis le début de ce désordre, je me sens exactement là où je suis censé être. Mais je sais que demain apportera des révélations qui changeront tout pour toujours. Le lendemain matin, je me réveille dans la plus belle chambre que j'ai jamais vue. La lumière du soleil filtre à travers des fenêtres qui donnent sur des vignobles. Thomas est déjà réveillé, un café à la main, parcourant son téléphone avec une expression que je n'arrive pas tout à fait à déchiffrer. C'est grave ? Je demande, en faisant référence à ce que je suppose être le chaos des réseaux sociaux. Vois par toi-même, dit-il en me tendant mon téléphone. 67 appels manqués, 89 messages textes, 42 notifications Facebook. Drôle de voir comment je suis devenu la personne la plus populaire de Chicago du jour au lendemain. Ce doit être ma personnalité pétillante qui brille enfin. Je parcours les messages, observant le ton de ma famille évoluer de confus à exigeant, puis à carrément en colère. Les SMS de maman commencent par « Chérie, appelle-moi immédiatement » et escaladent jusqu'à « C'est un comportement incroyablement égoïste ». Cassie écrit « Tu essaies de voler la vedette à mon mariage ». Mon oncle Mike, qui ne m'envoie jamais de SMS, écrit à plusieurs reprises « Qui a payé pour ça ?» Mais les messages les plus révélateurs viennent de parents à qui je parle à peine. Soudain, tout le monde veut connaître la famille de mon nouveau mari et savoir si nous prévoyons de rester en Italie. Le sous-entendu est clair. Ils sentent l'argent et ils veulent des détails. Thomas me montre son téléphone. Quelqu'un a découvert qui je suis. Une recherche sur Internet pour Thomas Reed Villa Toscane mène à des articles sur Reed Industries, l'entreprise de sa famille, fondée par son grand-père, qui vaut maintenant des centaines de millions. Thomas y est listé comme héritier présomptif avec une valeur nette personnelle qui me donne le tournis. Comment personne ne savait ça sur toi ? Je demande. Parce que je n'ai jamais voulu être Thomas Reed le mec riche. Je voulais être Thomas Reed, le gars dont tu es tombée amoureuse. Mais notre secret est définitivement éventé maintenant. Le téléphone de la villa sonne et Maria répond avec une fréquence croissante. Plusieurs journalistes demandent des interviews, nous dit-elle au petit déjeuner. Et quelqu'un d'un magazine appelé Chicago Social veut organiser une séance photo. Je m'étouffe presque avec mon café. Chicago Social est la publication que ma famille lit religieusement, commentant toujours qui s'est marié avec qui et qui porte quoi lors des événements caritatifs. Il ne m'avait jamais prêté attention auparavant, mais apparemment, épouser un multimillionnaire en Italie change les choses. Dans l'après-midi, l'histoire est reprise par les nouvelles locales. Le mariage de conte de fées de dernière minute d'une femme de Chicago en Italie, titre un journal. Les photos de notre cérémonie sont partout,
partagée et repartagée des milliers de fois. Mon téléphone vibre avec des demandes d'amis de personnes avec qui j'étais au lycée mais à qui je n'ai pas parlé depuis. Tout le monde veut me féliciter, devenir mon ami, se rapprocher de mon mari apparemment très riche. Mais les appels qui comptent le plus, ceux de ma famille immédiate, ont cessé. Je soupçonne qu'ils se regroupent, planifiant soigneusement leur prochain coup. Nous passons 3 jours de plus en Italie, chaque jour ressemblant à un rêve dont j'ai peur de me réveiller. Thomas me montre des facettes de lui que je ne connaissais pas. Il parle couramment l'italien avec le personnel. Il s'y connaît en vin d'une manière qui suggère une éducation sérieuse et gère chaque détail de notre séjour prolongé avec la compétence décontractée de quelqu'un habitué au luxe. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je demande alors que nous nous promenons dans les jardins de la villa. Parce que j'ai vu ce que l'argent fait aux gens, dit-il. Tout le monde devient un acteur. Tout le monde veut quelque chose. J'avais besoin de savoir que tu m'aimais quand tu pensais que j'étais juste un gars normal. Le dernier jour, Thomas suggère de prolonger notre lune de miel. Nous pourrions voir Rome, peut-être passer une semaine sur la côte amalfitaine. La manière décontractée dont il dit cela, comme si des vacances d'une semaine en Italie étaient des décisions impulsives, me rappelle à quel point ma vie a changé en 96 heures. Je dois retourner au travail, je dis. Bien que l'idée de retourner à mon bureau après cela semble surréaliste. En fait, dit Thomas prudemment, tu pourrais vouloir prendre un peu de temps libre. Les choses vont être différentes quand nous rentrerons à la maison. Il a raison. Le vol de retour vers Chicago est passé à éplucher des centaines de messages, d'emails et de messages vocaux. Mon patron a appelé 3 fois, non pas pour demander où je suis, mais pour discuter de ma nouvelle situation. Des voisins ont pris contact, soudainement amicaux après des années de hochements de tête polis. Même mon propriétaire a appelé, se demandant probablement si je vais quitter mon modeste appartement pour quelque chose de plus adapté à mon nouveau statut. Les messages les plus révélateurs proviennent de membres de la famille qui étaient restés silencieux depuis que nos photos de mariage sont devenues virales. Le SMS de Cassie arrive alors que nous atterrissons. Nous devons parler de ce que tu as fait à cette famille. Ce que j'ai fait? Je le lis à Thomas, qui rit franchement. Elle est contrariée que tu te sois marié. Elle est contrariée que je lui ai volé la vedette. Je réalise que dans son esprit, je lui ai volé la vedette en ayant un meilleur mariage. Peu importe qu'elle ait volé ma date en premier. Mais c'est plus profond que ça, et je le sais. Pendant 28 ans, j'ai été la sœur qui luttait, qui avait besoin d'aide, qui faisait paraître tout le monde plus réussi en comparaison. Cette dynamique vient de changer de façon permanente. À la récupération des bagages, j'aperçois quelque chose qui me glace le sang. Ma mère et Cassie attendent près de la sortie, arborant des expressions qui mêlent sourire forcé et fureur à peine contenue. Elles sont venues à l'aéroport pour nous intercepter. Rien ne dit où vous nous avez manqué comme une bonne vieille embuscade à l'aéroport. Très touchant, vraiment. Comment connaissait-elle notre vol? Je murmure à Thomas. Il vérifie son téléphone d'un air sombre. Les réseaux sociaux. Quelqu'un a posté nous avoir vus à l'aéroport de Milan. Notre conte de fées est sur le point d'entrer en collision avec la réalité, et quelque chose me dit que cette confrontation sera plus laide que tout ce que j'aurais pu imaginer. Léa. La voix de ma mère traverse la zone de récupération des bagages avec une gaieté forcée qui ne trompe personne. Elle et Cassie s'approchent comme des louves en vêtements de marque, leur sourire vif et prédateur. Quelle surprise de vous voir ici. Comme si elle n'avait pas suivi chacun de nos mouvements sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Cassie reste légèrement en retrait, ses yeux examinant Thomas avec un nouvel intérêt. Elle a clairement fait ses recherches. La façon dont elle le regarde maintenant est complètement différente du désintérêt poli qu'elle montrait avant de connaître la richesse de sa famille. Incroyable comme Thomas est soudainement devenu plus attirant. La richesse est apparemment la transformation ultime. Les filles, c'est tellement excitant. Maman s'emballe, m'étreignant avec une chaleur théâtrale. Nous avons tellement de choses à nous raconter. Thomas tend poliment la main, mais je peux voir la tension dans ses épaules. Il fait face à la dynamique de ma famille pour la première fois en tant que Reed, pas seulement en tant que mon petit ami, et la différence dans leur comportement est frappante. Thomas, nous avons à peine eu le temps de te connaître avant, dit Cassie, sa voix douce comme du miel. Nous devrions arranger ça. Peut-être un dîner ce week-end. La même sœur qui ne nous a jamais invités nulle part est soudainement intéressée par les liens familiaux.
Nous devons rentrer à la maison, dis-je fermement, nous dirigeant vers la sortie. Mais maman se met à nos côtés, bavardant sur le fait que tout le monde s'est inquiété. Chérie, tu as manqué tellement d'appels. Nous craignons qu'il ne soit arrivé quelque chose. La manipulation psychologique est immédiate et éhontée. Il ne s'inquiétait pas. Il calculait. Toute la famille veut entendre parler de votre voyage, poursuit-elle. Peut-être pourrions-nous organiser un petit dîner de célébration, inclure tout le monde. Dans la voiture en quittant l'aéroport, Thomas est silencieux. Finalement, il parle. C'était intéressant. C'était eux réalisant que tu as de l'argent, je corrige. Crois-moi, s'il pensait que tu n'étais encore qu'un simple gars de la tech, il ne serait pas venu à l'aéroport. Il hoche lentement la tête. Alors, que veux-tu faire à ce sujet? C'est une question simple avec une réponse compliquée. Une partie de moi veut les laisser ramper, apprécier de les regarder essayer de réparer les relations qu'ils ont endommagées. Mais une plus grande partie de moi se souvient de ce moment à la fenêtre de la villa, réalisant que je pouvais choisir ma propre famille. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Ma famille pense qu'elle peut se frayer un chemin dans mes bonnes grâces maintenant qu'elle connaît la richesse de Thomas, mais elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Les messages textes commencent avant même que nous arrivions à la maison. Tante Sarah veut accueillir convenablement Thomas dans la famille. Oncle Mike suggère un grand barbecue familial. Cousine Jenny, qui ne m'a pas parlé depuis 2 ans, veut prendre des nouvelles et tout savoir sur l'Italie. Tous ceux qui ont abandonné mon mariage original sont soudainement très investis dans l'apprentissage de mon mari. La chasse à l'argent transparente est presque comique. Presque. Notre appartement semble incroyablement petit après la villa italienne. En défaisant nos valises, je m'attends à voir des collines ondoyantes par les fenêtres au lieu du parking derrière notre immeuble. Thomas remarque mon malaise. Nous pouvons commencer à chercher une maison, dit-il. Quelque chose avec plus d'espace. La manière décontractée dont il mentionne la recherche de maison me rappelle que ma vie a fondamentalement changé. Il y a une semaine, nous économisions pour un acompte sur une modeste première maison. Maintenant, nous pouvons apparemment acheter ce que nous voulons. Mon téléphone vibre constamment. Les membres de la famille qui n'ont jamais montré d'intérêt pour ma vie sont soudainement pleins de questions sur nos projets et notre avenir. Le message le plus révélateur vient de ma cousine Lisa. Léa, j'espère que tu sais à quel point nous sommes tous heureux pour toi. Thomas a l'air merveilleux. J'adorerais réunir la famille bientôt pour célébrer comme il se doit. Lisa, qui n'avait même pas répondu à mon invitation de mariage originale. L'hypocrisie est à couper le souffle. Thomas lit par-dessus mon épaule alors que je parcours les messages. Ils disent tous la même chose, observe-t-il. Des mots différents, le même message. Nous voulons accéder à votre nouvelle vie. Il a raison. Chaque SMS, chaque message vocal, chaque commentaire sur les réseaux sociaux suit le même schéma, des références apologétiques à la confusion sur les dates de mariage, suivi d'un intérêt enthousiaste à mieux connaître Thomas, et conclu par des suggestions de rassemblements familiaux. C'est coordonné, évident et profondément insultant. Et que veux-tu faire? Demande Thomas. Une partie de moi veut voir jusqu'où ils iront, j'admets. À quel point ils se ridiculiseront en essayant de revenir dans mes bonnes grâces. Il hoche la tête pensivement. Et l'autre partie? L'autre partie veut les couper complètement de ma vie. Ils m'ont montré qui ils sont. Ils ont choisi la manipulation de Cassie plutôt que mon bonheur. L'argent ne devrait pas changer ça. Mais même en le disant, je sais que c'est plus compliqué. Ce sont des gens que j'ai aimés toute ma vie, même quand ils me traitaient mal. Ce soir-là, maman appelle. Pas un SMS, un appel téléphonique, ce qui signifie qu'elle est sérieuse. Chérie, je pense que nous devons mettre les choses au clair concernant le week-end dernier. Ça y est. Il y a eu tellement de confusion sur les dates et des sentiments ont été blessés. Confusion. Comme si Cassie programmant accidentellement son mariage à ma date était une erreur innocente. Maman, il n'y a eu aucune confusion. Cassie savait exactement ce qu'elle faisait. Silence. Puis, Léa, ce n'est pas juste. Ta sœur ne te ferait jamais de mal intentionnellement. La manipulation continue. Douce comme de la soie. Mais quelque chose en moi a changé. Peut-être est-ce la confiance qui vient avec la sécurité.
Ou peut-être est-ce juste l'épuisement face à des dynamiques familiales qui ne changent jamais. Quoi qu'il en soit, j'ai fini de prétendre que ce n'était rien d'autre qu'une trahison calculée. Le lendemain matin amène une visite inattendue. Je prends mon café quand la sonnette retentit et je trouve Cassie dans notre couloir, tenant un bouquet de fleurs et arborant son expression la plus contrite. Des fleurs. Quelle originalité rafraîchissante. Je suis sûr qu'elle a cherché sur Google accessoires d'excuses pour quand on cherche vraiment des informations. Léa, pouvons-nous parler, de sœur à sœur? Elle est habillée avec soin dans une tenue qui suggère l'humilité tout en ayant l'air cher. Tout dans sa présentation est calculé. Des fleurs au sourire nerveux, en passant par la façon dont elle regarde notre appartement comme si elle évaluait notre situation de vie. Cassie, que veux-tu? Je ne l'invite pas à entrer. Je veux m'excuser, dit-elle. Les mots sortent, répétés et fluides. J'ai tout mal géré la semaine dernière. J'étais tellement prise dans ma propre excitation que je n'ai pas pensé à l'impact de mes décisions sur toi. Pas vrai. Mais continue. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Également pas vrai. Et quand j'ai vu tes photos de mariage, j'ai réalisé à quel point j'avais été égoïste. On se rapproche. Je m'écarte finalement et la laisse entrer dans notre petit salon. Elle s'assoit sur notre canapé d'occasion, tenant toujours les fleurs, regardant autour d'elle avec une curiosité mal dissimulée. C'est confortable, dit-elle. Et je peux entendre les questions sous-jacentes. Où est la preuve de la richesse? Pourquoi vivez-vous encore comme ça? Cassie, pourquoi es-tu vraiment ici? Je demande. Parce que ma sœur me manque, dit-elle. Et pendant un instant, sa voix semble sincèrement émotive. Je sais que j'ai tout gâché, mais la famille devrait rester unie. Il devrait rester uni. Riche, venant de quelqu'un qui a délibérément saboté mon mariage pour satisfaire son propre ego. Où était cette loyauté familiale le week-end dernier? Je demande. Quand tu planifiais ton mariage surprise à ma date? Son sang-froid vacille légèrement. Léa, j'ai dit que j'étais désolé. Que veux-tu de plus? Ce que je veux, c'est qu'elle admette qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ce que je veux, c'est la reconnaissance qu'elle n'est ici que parce qu'elle a appris pour l'argent de Thomas. Ce que je veux, c'est de l'honnêteté, ce que je n'obtiendrai jamais. Je veux que tu partes, dis-je doucement. Les mots nous surprennent toutes les deux. Quoi? Je veux que tu partes, Cassie. Tu as passé 28 ans à me traiter comme si j'existais pour ta convenance. Le week-end dernier n'en était que l'exemple le plus flagrant. Elle se lève, les fleurs oubliées sur la table basse. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis ta sœur. Tu n'as jamais agi comme telle, je réponds. La porte se referme derrière elle avec un léger clic qui sonne comme la fin de quelque chose qui était probablement terminé bien avant que je ne l'admette. Quelques heures après la visite de Cassie, mon téléphone explose d'indignation familiale. Maman appelle en premier, sa voix tendue de colère à peine déguisée en inquiétude. Léa, Cassie a le cœur brisé. Elle est venue s'excuser et tu l'as mise à la porte. Le récit familial est déjà en cours de réécriture. Je suis la méchante maintenant. La sœur ingrate à qui l'argent est monté à la tête. Elle n'est pas venue s'excuser, maman. Elle est venue évaluer la situation et trouver comment en tirer profit. Les appels continuent tout au long de la journée. Oncle Mike laisse un message vocal sur l'unité familiale et comment le succès devrait rapprocher les gens, pas les séparer. Tante Sarah envoie un SMS sur à quel point tout le monde est déçu de mon changement d'attitude. Le message le plus révélateur vient de papa, qui s'implique rarement dans les drames familiaux. Léa, j'espère que ta nouvelle situation ne changera pas qui tu es en tant que personne. L'implication étant que j'ai déjà changé, et pas pour le mieux. Thomas me trouve assise sur notre canapé ce soir-là, entouré des débris des culpabilisations familiales. Comment tiens-tu le coup? Demande-t-il. Ils me font sentir comme si j'étais le problème, j'admets. Comme si j'étais déraisonnable de ne pas oublier tout ce qui s'est passé. Il s'assoit à côté de moi, lisant certains des messages. Tu sais ce que je remarque? Dit-il. Aucun d'entre eux ne s'est réellement excusé pour ce qu'ils ont fait. Ils se concentrent tous sur ce que tu fais de mal maintenant. Il a raison. Chaque message suit le même schéma. Minimiser leur comportement.
Maximiser ma réaction. Faire de moi la personne déraisonnable. Ils essaient de me culpabiliser pour que j'obéisse, je réalise. Me faire sentir assez mal pour que je retourne à l'ancienne dynamique. Thomas hoche la tête. Manipulation classique. Ils veulent réinitialiser les choses comme elles étaient, mais avec un meilleur accès à nos ressources. Nos ressources. Il est encore étrange de penser en ces termes. Cette nuit-là, je prends une décision qui semble à la fois libératrice et terrifiante. Je commence à bloquer les numéros de téléphone. D'abord Cassie, puis maman, puis un par un, chaque membre de la famille qui a passé la semaine dernière à essayer de me manipuler pour que j'oublie leur trahison. Le silence qui s'ensuit est comme entrer dans une pièce insonorisée. Pour la première fois depuis des jours, mon téléphone ne vibre pas avec des culpabilisations et des accusations. Il est juste calme, paisible, et peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour comprendre qui je veux être dans cette nouvelle vie dans laquelle je suis tombé. 2 semaines plus tard, l'option nucléaire arrive dans ma boîte aux lettres. Une lettre officielle d'un avocat de la famille demandant une réunion pour discuter de l'impact des événements récents sur les relations familiales et les obligations financières potentielles. Il menace d'une action en justice. Pourquoi ? Je ne suis pas sûr, mais le message est clair, rentre dans le rang ou subit les conséquences. Je montre la lettre à Thomas, qui la lit avec la même expression que j'imagine qu'il porte lors de négociations commerciales hostiles. Ils ne peuvent pas être sérieux, je dis. Quelle possible réclamation légale pourraient-ils avoir ? Thomas appelle l'avocat de sa famille, parlant en termes juridiques que je ne comprends pas. Quand il raccroche, son expression est sombre. Ils prétendent que tu as une obligation morale d'aider les membres de la famille qui t'ont soutenu pendant les moments difficiles. Soutenu ? C'est absurde sur le plan juridique, mais il parie que tu seras intimidé et que tu obéiras. La lettre me force à examiner mes relations familiales avec une clarté brutale. M'ont-ils soutenu pendant les moments difficiles ? Je fais une liste. Quand j'ai été licencié il y a 3 ans, qui a aidé avec mon loyer ? Personne. Quand j'ai eu une pneumonie et que j'ai été hospitalisé pendant 4 jours, qui m'a rendu visite ? Personne. Quand ma voiture est tombée en panne et que j'avais besoin d'un moyen de transport pour des entretiens d'embauche, qui a offert de l'aide ? Personne. Le schéma est frappant et indéniable. J'ai été la banque non officielle et le système de soutien de la famille, jamais la bénéficiaire de l'un ou l'autre. Mais la lettre révèle aussi autre chose. Ils ont fait des recherches approfondies sur la richesse de la famille de Thomas. Des références aux contrats récents de Reed Industries, des mentions de biens immobiliers, même des spéculations sur les délais de succession. Ils ont fait leur devoir et ils veulent leur part. Ils pensent qu'ils peuvent nous intimider pour qu'on les paie, je dis à Thomas. Ils sont sur le point d'apprendre à quel point ils ont tort. La confrontation a lieu dans un restaurant. Un terrain neutre suggéré par leur avocat. J'arrive pour trouver toute la famille assemblée. Maman, papa, Cassie, oncle Mike, tante Sarah, même des cousins que je n'ai pas vus depuis des années. Ils ont amené des renforts, pensant que le nombre m'intimiderait. Mais je ne suis pas la même personne qui se tenait dévastée dans sa suite nuptiale il y a 2 semaines. Cette femme était désespérée de l'approbation de sa famille. Cette femme a appris qu'elle n'en a pas besoin. Léa, commence maman, sa voix tremblante d'une émotion étudiée. Nous voulons juste retrouver notre famille. Mais papa va droit au but. Tu as maintenant des ressources qui pourraient aider tout le monde. La famille partage la prospérité. Le voilà. Le véritable agenda. Ils ne veulent pas de moi. Ils veulent l'accès à l'argent de Thomas. Combien ? Je demande doucement. La question les prend au dépourvu. Combien d'argent pensez-vous mériter pour avoir abandonné mon mariage ? La table devient silencieuse. Parce que j'y ai réfléchi, et je n'arrive pas à trouver un chiffre qui ait du sens. Tu es déraisonnable, dit Cassie, sa voix s'élevant. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. L'ironie est si épaisse que je manque de rire. Où était cette aide familiale quand j'en avais besoin ? Je sors mon téléphone et commence à lire. Mars 2022, j'ai demandé de l'aide pour déménager. Tout le monde était occupé. Juin 2022, j'ai demandé qu'on me conduise à l'aéroport pour un voyage de travail. Tout le monde avait un empêchement. Octobre 2022, j'avais besoin de quelqu'un pour garder mon chat pendant que j'étais à l'hôpital.
Tout le monde avait des excuses. La liste continue et leurs visages deviennent de plus en plus mal à l'aise. C'est différent, intervient faiblement maman. C'était de petites choses. Exactement, je dis. Vous ne pouviez pas aider avec de petites choses quand je n'avais rien. Mais maintenant que j'ai accès à des millions, soudainement la loyauté familiale compte. L'avocat qu'ils ont amené semble de plus en plus mal à l'aise, réalisant probablement que ce n'est pas la victoire facile qu'il pensait. La famille de ma cliente demande simplement une assistance raisonnable, tente-t-il. Définissez le raisonnable, dit Thomas, parlant pour la première fois. Sa voix porte une autorité que je n'ai jamais entendue auparavant. Le chiffre, quand il arrive, est à couper le souffle. 2 millions de dollars, dit papa. Distribués entre les membres de la famille pour payer les dettes et assurer la sécurité. 2 millions. Ils ont même fait le calcul. Je suis touché par leur minutie à calculer exactement ce que vaut mon humiliation. C'est intéressant, dis-je en me levant. Parce que j'ai décidé de donner exactement ce montant. Leurs yeux s'illuminent de cupidité et d'anticipation. À une œuvre de charité, je termine. Le centre de crise pour femmes du centre-ville, en l'honneur de ma grand-mère qui, elle, m'a vraiment soutenu. L'explosion est immédiate et laide. Cassie se met à pleurer. Pas de jolies larmes, mais des sanglots de colère et de frustration. Maman m'accuse d'être vengeresse et cruelle. Papa menace d'une action en justice. Oncle Mike me traite d'égoïste et d'ingrate. Pendant tout ce temps, Thomas et moi restons assis calmement, regardant ma famille révéler sa vraie nature. Quand ils se sont enfin épuisés, je parle. Vous voulez savoir ce qui m'a changé? Ce n'est pas l'argent. C'est la clarté. Pour la première fois de ma vie, je peux voir nos relations clairement. Je me lève, Thomas à mes côtés. Vous avez raison de dire que la famille devrait s'entraider, mais l'aide va dans les deux sens, et l'amour n'est pas conditionnel à la richesse. Vous m'avez montré que vous n'êtes capable ni de l'un ni de l'autre. Alors que nous nous dirigeons vers la sortie, j'entends la voix de Cassie derrière nous. Tu le regretteras, Léa. La famille, c'est tout ce que tu as. Mais elle a tort. La famille n'est pas tout ce que j'ai. J'ai Thomas, qui m'aimait quand il pensait que j'étais ordinaire. J'ai de vrais amis qui ont célébré mon bonheur sans calculer ce qu'ils pourraient y gagner. J'ai un respect de moi-même que je ne savais pas me manquer. Dehors, l'air du soir semble plus pur. Thomas me prend la main alors que nous marchons vers notre voiture. Aucun regret? Demande-t-il. Je pense à la famille que je croyais avoir contre celle que j'avais réellement. À l'amour inconditionnel contre l'accès conditionnel. À la différence entre être nécessaire et être utilisé. Aucun, je dis, et je le pense. Certains ponts brûlent pour une bonne raison. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de les laisser faire. 6 mois plus tard, je planifie notre premier Thanksgiving en tant que famille de 2, plus les amis qui sont devenus notre famille de cœur. Le don de charité a fait les gros titres, et ma famille a tenté une dernière campagne de manipulation via les réseaux sociaux, se présentant comme des victimes. Mais à ce moment-là, j'avais appris la leçon la plus précieuse de toutes. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction des gens à vos limites. Mais vous pouvez contrôler si vous les maintenez. Et je dors mieux chaque nuit en sachant que les gens dans ma vie maintenant sont là parce qu'ils veulent y être, non pas pour ce que je peux leur donner. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa force lorsque la famille vous fait défaut. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre, sans les gens qui ne vous ont jamais mérité.